Ça y est? Alors c'est ce que j'appelle mon journal extime. Je veux dire que c'est le contraire d'un journal intime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mes états d'âme. Mais il y a mes voyages. J'ai 40 ans de voyage. Et je ne voyage plus, mais autrefois je voyageais beaucoup. Je faisais une dizaine de voyages, souvent importants, les Indes, le Japon, etc., par an. Et je notais ça là-dedans. Alors là-dedans, vous avez quelque chose comme 40 ans de voyage. Alors voilà le dernier, qui est sur ma table, parce qu'en principe, il est à... Je suis en train de m'en aller, mais malheureusement, il n'y a plus rien, puisque je ne voyage plus. Alors, si je prends le samedi 15 novembre 2008, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand-chose. Titre au pluriel pour un prochain livre, L'ivresse des profondeurs, La marche sur l'eau, La nuit de l'espoir, et Il faut partir. Voilà. Ensuite, autre titre, Je m'avance masqué, Larvatus pour Déo. Voilà. Dimanche 30 novembre 2008, première neige. La terre est blanche, le ciel est noir. Les visites que j'ai. Mardi 2 décembre 2008, déjeuner Goncourt. Tous les mois, le premier mardi du mois, j'ai un déjeuner chez Drouan, de l'Académie Goncourt. Voilà. Et vous y assistez toujours avec fidélité, Non. Tant que vous le pouvez, Non. bien sûr. Non, je n'y vais pas à chaque fois. Parce que ça me coûte de plus en plus. Essuie tes pauvres yeux et garde-les, non pour pleurer, mais pour voir. Car tout est là pour comprendre. Et c'est de comprendre surtout qu'il s'agit. Si tu voyais mieux, tu souffrirais moins et tu travaillais plus. Flaubert à Louis Collet. Claude Lanzmann me téléphone qu'il va publier ses mémoires sur le titre « Le lièvre de Patagonie ». Voilà. Vendredi 5 décembre, je téléphone à Claude Dufresne, qui était un copain de la radio. Oui, ça me dit quelque chose. Moi. Et je lui dis, j'ai travaillé longtemps à la radio, alors j'ai des amitiés comme ça, dont Claude Dufresne, et je lui dis, je vois beaucoup à ta mère. Elle a restauré, avec beaucoup de goût et d'intelligence, la maison que j'habite depuis 50 ans. Car j'ai acheté cette maison à Claude Dufresne. Voilà. Etc., etc. Mais il y a peu de choses, vous voyez. Je me souviens d'une très jeune bonne de 16 ans, venue d'un village normand, que ma mère avait engagée au père. Vous savez ce que c'est? Oui. Ah, le chat qui revient. J'ai retenu d'elle une étrange chanson, qui a été ma première rencontre avec la poésie. J'avais 6 ans. Première rencontre avec la poésie à 6 ans. Et c'était une chanson. Et la voilà. Vous savez, quand on est vieux, le passé remonte comme ça. J'avais complètement oublié ça. Quand j'y songe, mon cœur s'allonge, comme une éponge que l'on plonge dans un gouffre plein de soufre, où l'on souffre des tourments si grands, si grands, si grands, que quand j'y songe, mon cœur s'allonge, comme une éponge que l'on plonge. Voilà. Cela dit, je vais fermer la porte parce que le chat m'énerve. Et voilà. Livre sur Raymond Queneau. Médiocre. J'ai eu avec Queneau d'étranges relations, ou non-relations. Il a joué un grand rôle dans ma carrière. En 1966, il fut au comité de lecture de Gallimard le premier lecteur de mon premier manuscrit, Vendredi. Mais
et le fit accepter. Mais quand j'entrai au comité de lecture de Gallimard, il le quitta. Voilà. En 1970, faisant partie de l'Académie Goncourt, il vota pour mon roman Le Roi des Aunes. Mais il quitta l'Académie Goncourt quand j'y entrais en 1974. On aurait dit qu'il m'évitait, après m'avoir, par 2 fois, servi ma carrière littéraire. Il faisait partie du comité de lecture de Gallimard, quand Jean-Paul Sartre déposa l'énorme manuscrit de L'être et le néant. Car Sartre n'écrivait pas à la machine. Hein. Non, bien sûr, c'était pas à la main. C'était magnifique. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le comité de lecture de Gallimard, il poussa vers Queneau, qui s'en va avec ça sous le bras. C'est très amusant. La semaine suivante, Queneau déposait le manuscrit sur la table et lisait son rapport de lecture, ainsi conçu. L'auteur pense qu'il y a 2 sortes d'arbres, les êtres et les non-êtres. Point final. 2 mots français apparentés, comique et drôle. Mais le premier, comique, est totalement univoque, tandis que drôle peut signifier également étrange, inquiétant. Il avait un drôle d'air. Les Allemands nous empruntent les 2 mots et en font comiche et drollich. Mais, alors que drollich est univoque, drollich ne peut être que drollich, c'est comiche qui est équivoque, pouvant signifier également étrange et inquiétant. C'est curieux, non? Tout à fait, au point de vue. Voilà. Ça m'amuse, vous voyez, de faire des observations très simples qui sont à la portée de tout le monde et que, je crois, personne n'a encore faites. C'est sans doute raison. Et plus elle est simple, plus elle est évidente, plus elle devrait être courante. Mais si vous êtes le premier à faire cette observation, c'est amusant, c'est intéressant. En train de signer un texte. Il tenait son stylo de la main gauche. Important, à vérifier. Un ami prétend que son prédécesseur, George Bush, était gaucher aussi. C'est intéressant parce que, quand même, c'est un des hommes les plus importants de toute la planète. Hein? Oui. Et gaucher, c'est quand même à part, non? Oh. Enfin, un petit peu, quoi. Un petit peu. Rapprocher 2 dates. Premièrement, l'apparition des premiers miroirs en verre. Les miroirs étaient en métal. Oui. Et au XVIe, XVIIe siècle, Venise a été la première invention du miroir en verre que nous connaissons maintenant. Les grands miroirs, alors que les miroirs, ils étaient comme ça avant. Eh bien, ça correspond exactement à Vous voulez que ça... Oui, s'il vous plaît. L'autoportrait a commencé par Albert Dürer. Albert Dürer a été le premier à faire des autoportraits. Il en a fait des quantités. Il a même fait des auto-nus. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Non. Eh bien, Dürer a fait des auto-nus. Eh bien, assez réaliste, ça ne se flattait pas. Eh bien, ça, c'est forcément le miroir. Et alors, il y a une chose qu'on n'a jamais essayé d'éclaircir. Si vous faites votre autoportrait dans un miroir, vous le faites à l'envers. C'est-à-dire que si vous avez une cicatrice sur la joue gauche, sur le portrait, elle sera sur la joue droite. Oui, c'est tout à fait. C'est simple, c'est évident. Personne ne l'avait dit. Nous apprenons beaucoup. Moi, je voulais vous demander un petit renseignement. Allez-y. Parce que j'ai trouvé, à propos de différents ouvrages, justement, qui vous concernent également, et en particulier le Clésio aussi, vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions parlé de le Clésio.
de Clésio. Il a eu le prix Nobel. Et vous nous aviez dit au mois de mai que, il mérite le Nobel. Eh bien oui, on m'a entendu. Oui, ils m'ont compris. Je vous ai fait un petit mot quand il a eu le Nobel en vous disant bravo, vous aviez trouvé le bon. Non, je ne connais pas assez. Je connais très peu. Et puis je sais ce que c'est que. Je vais vous dire, la question Nobel s'est posée pour moi il y a 20 ou 30 ans, je ne sais plus. C'est facile à retrouver. J'ai été invité à Stockholm avec Claude Simon. Oui. Tous les deux. Qui a eu le Nobel. Attendez. On nous a examinés tous les deux. On nous a fait suer sang et eau pendant 4 jours. Tous les jours. Des interviews, des interrogatoires, des examens, etc. Il y avait de quoi devenir fou. Finalement, on est rentrés en France tous les deux, et il a eu le prix Nobel. Oui. C'est-à-dire qu'il avait gagné contre moi. Alors moi, c'est terminé, mais je trouve que le Clésio est un très bon choix. Très très bon choix. Parce qu'il n'a pas été tellement gâté. Moi, j'ai été gâté. J'ai eu le prix de l'Académie française et le prix Goncourt à l'unanimité. Chose unique. Alors ça, le prix Nobel, ça suffit comme ça. Hein. Ça suffit. Et je n'avais donc aucune envie de Nobel. Mais le Clésio est un très bon choix. C'est un très bon choix. Mais j'ai l'impression qu'il en a bavé. Vous savez, je l'ai entendu parler un petit peu. Il a été passé une semaine à Stockholm. Ils l'ont fait vraiment suer. Un examen de passage. Tout. Un costume, il faut revêtir un costume spécial. Il faut se présenter à l'Académie royale de Suède. Il faut faire des discours. Alors je le connais. Il est timide, vous savez. Il n'aime pas parler. Qu'est-ce qu'il a dû souffrir? Qu'est-ce qu'il a dû souffrir? Je le plains de tout cœur. Mais enfin, c'est très mérité. C'est un très bon choix. Et puis, et si vous regardez la liste des prix Nobel de littérature, vous avez une énorme majorité de Français. C'est vraiment une spécialité française. C'était à propos d'un terme que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé dans un document d'analyse, le terme Robinsonade, à partir de Robinson. Bah oui, c'est l'histoire autour de Robinson Crusoe. Alors, ce que j'ai trouvé, je voulais vous demander votre avis, parce que moi j'ai lu simplement, que ce mot avait été emprunté à l'allemand une première fois dans une traduction du Capital de Karl Marx. Et que c'était de la part de Karl Marx pour montrer justement la naissance du capitalisme. Et ce désir, en somme, de se réfugier... Très bien. Vous en apprenez, c'est très intéressant. Mais en fait, le terme allemand, je ne sais pas... C'est Robinsonade. Ah ben voilà, avec l'accent simplement. Le même mot, mais prononcé différemment. Ah ben je ne savais pas. Bravo pour Marx. En fait, ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Et à propos du personnage de Robinson, vous avez été inspiré par le mythe de Robinson à l'origine, évidemment. etc. Il y a eu un petit mythe, je l'ai raconté dans sans doute le vent paraclet. Oui. Il y a eu un fait divers. On a retrouvé un homme qui vivait dans une île déserte où il avait été jeté depuis des années. Et il s'en était sorti. Ça, voilà. Et alors ça a donné à Daniel Defoe l'idée du roman que vous connaissez, Robinson Crusoe, qu'il a publié et qui ensuite a fait des petits. Oui. Et en particulier votre ouvrage. Moi je suis un des derniers, mais pas le dernier, il y en a eu d'autres après. Et justement à propos de Clésio, on dit aussi dans des ouvrages critiques que son roman Le Chercheur d'or, où il évoque la mémoire de son père ou de son grand-père, mais de son père je crois, qui aurait quitté l'île Maurice à 19 ans en quête d'un trésor, etc. On dit aussi que c'est un Robinson. Que le Clésio a écrit un ouvrage en s'inspirant du mythe de Robinson. C'est très possible. C'est possible. Qu'est-ce que c'est Robinson? C'est un homme abandonné sur l'île déserte pendant des années, tout seul. N'est-ce pas? Et qui s'en tire. Et c'est le problème. Et qui s'en tire. Et c'est
le problème de la solitude, évidemment. Mais alors, moi j'en parle souvent. Mon livre le plus connu, le plus lu, le plus célèbre, si j'ose dire, il y a des millions d'exemplaires, c'est Vendredi ou La vie sauvage, qui est un livre scolaire. Quand je vais dans les écoles, j'en parle avec les enfants. Et il y a deux problèmes. Je leur dis, Robinson, c'est deux problèmes. D'abord, la solitude. 20 ans tout seul. Il ne fait pas froid, il a de quoi manger. Oui, mais il est tout seul. Horrible. Il faut qu'il pense, il faut qu'il parle. Il n'y a personne. Il faut supporter. Et alors je dis ça aux enfants, un jour dans une école, et il y en a un qui me dit « Oh, moi je mourrais parce que je ne peux pas manger seul. » Et puis alors ensuite arrive vendredi. Alors ça, c'est un second problème qui nous concerne beaucoup plus, et qui est le tiers-monde, les sans-papiers, les Africains en France. C'est Vendredi qui vient frapper à la porte de Robinson. Et c'est à lui que vous avez donné le titre du roman. Oui, pour lui, parce pour vous, c'est ça me paraît plus intéressant. Ouais. Enfin, je traite aussi du problème de la solitude. Mais l'arrivée de Vendredi est évidemment fondamentale. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux hommes qui ne sont pas de la même couleur, qui ne parlent pas la même langue, etc., qui sont condamnés à vivre ensemble? En plus, avec les préjugés que Robinson, anglais, devait avoir à cette époque, et que Daniel Defoe avait. Genre, les nègres, d'un nègre. Et la colonisation qui est arrivée tout de suite après. C'est le problème de la colonisation et le problème du tiers-monde, qui est absolument fondamental. L'une des pires calamités humaines dont nous sommes loin d'être sortis, c'est que plus les gens sont pauvres, plus ils ont d'enfants. Plus ils sont riches, moins ils en ont. Alors que ça devrait être l'inverse, non? Voilà. Et le problème, on parle de les problèmes d'environnement, etc. C'est très simple. Nous sommes trop nombreux sur la Terre. Il n'y a qu'à compter le nombre d'êtres humains sur la Terre depuis, disons, 3 siècles, ça n'arrête pas de doubler. Il faut absolument s'arrêter. On va manquer d'eau, on manque d'eau. On manque de tout, d'oxygène. On est trop nombreux. Et que pensez-vous de la solution chinoise de limitation des naissances? Que pensez-vous de la solution chinoise? La limitation... Ils sont très raisonnables. Très, très raisonnables. Seulement, ils sont les seuls. Et le pape en particulier. Partout ailleurs, on favorise les familles nombreuses. Oui. Ah oui. Mais à la fin du chapitre consacré à Vendredi, dans Le vent paraclet, vous dites que vous auriez aimé dédier ce roman aux millions de travailleurs immigrés. Oui, parce que j'ai écrit La Goutte d'Or. Et j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur les milieux des travailleurs immigrés, notamment à Paris, dans la rue de la Goutte d'Or, qui est une rue entièrement arabe. Toujours. Et j'y ai habité. Parce que moi, quand j'écris un roman, je vais sur le terrain, je fais une enquête. Comme Zola. Voilà, comme Zola, c'est mon... Zola est mon maître. Zola prenait un sujet qui ne concernait en rien personnellement. Par exemple, les mines de charbon. Il n'avait jamais mis les pieds dans une mine de charbon, il venait d'Aix-en-Provence, ça ne le concernait pas. Oui, mais, grand problème. Et alors, il y allait, et il descendait à fond. À Liévin, moi j'y suis allé, j'ai refait son enquête, je suis descendu au fond des mines de Liévin, avec le costume. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça, des romanciers. C'était vraiment... Et moi, j'ai fait, pour écrire mes romans, j'ai toujours fait ça. Oui, vous pour dites écrire. Que vous passez quelquefois oui. 4 ans avant d'écrire l'enquête. Oui. Je fais tous les voyages. Dans les météores, vous avez un tour du monde, complet. L'Islande, le Japon, j'ai tout fait.
Je suis allé 2 fois en Islande. Je vous recommande l'Islande. C'est un pays fascinant. Et j'y suis allé comme tout le monde au mois de juin, quand à minuit vous avez à peu près cette lumière de soleil. Et j'ai vu un Français à Reykjavik qui m'a dit: Monsieur, l'Islande, il faut y venir en janvier. Je lui ai dit: d'accord. Et je suis retourné en janvier. Quand vous avez la nuit noire, 24 heures sur 24. Et alors, c'est fascinant. Parce que les gens réagissent. Les rues sont inondées de lumière. Les rues sont chauffées. Il fait moins 30 dans la montagne. Mais les rues, les trottoirs sont chauds. C'est relativement facile pour eux, grâce Avec au les geyser. volcans. Grâce au volcan, oui. Mais c'est fascinant. Moi, je vous dis, j'ai vu ce Français qui a été fasciné par l'Islande, au point d'y rester. Il s'est fait naturaliser islandais, il a épousé une Islandaise. C'est un pays qui est vertigineux. Et qui est souvent ignoré, on n'en parle guère. Bah, tant mieux, tant mieux. Que ça ne devienne pas un but de tourisme. À propos de la condition des immigrés, j'ai lu que vous aviez prononcé cette expression qui m'a beaucoup marqué. Pour comprendre un immigré, faites 1 heure de marteau-piqueur. Il faut... Pour comprendre un immigré, la condition de l'immigré, faites donc 1 heure de marteau-piqueur. C'est-à-dire souvent, vous vous souvenez certainement que vous aviez prononcé cette expression. Oui. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est très concret. Ça passe pas inaperçu, le marteau-piqueur. Pas du tout. Alors moi, je l'avais entendu, je suis allé voir Alors je l'ai regardé, il s'est arrêté, il m'a dit: ça vous intéresse? Il dit: oui. Je peux essayer? Il était baba, le type. Je peux vous dire, vous en prenez plein le ventre. Hein. Oui. Ça alors... Et la colonne vertébrale. Voilà, tout, les tripes, tout, c'est épouvantable. Et puis le bruit. Épouvantable. Mais enfin, je l'ai fait. Ou une matinée à courir derrière un camion poubelle. Je l'ai fait aussi. Ah oui. Mais j'aimais... Non, puis je me suis assis à côté du chauffeur. Oui, oui. Ah ben oui, parce que je suis le seul écrivain, romancier, dans les météores, qui se soit intéressé au problème capitalissime des ordures ménagères. Oui, j'ai été traîné, j'ai mis des bottes de caoutchouc pour me traîner dans les célèbres dépôts d'ordures de Marseille. Je l'ai fait. L'odeur qui règne là-dedans. Les rats. Les rats, tout, enfin, tous les animaux. C'est une chose absolument monstrueuse. Je sais que pendant plusieurs années, vous avez dirigé un service de traduction chez Plon, je crois. Enfin, j'avais un bureau chez Plon et j'étais effectivement l'homme des traductions. Mais... Alors, pensez-vous que ce travail de traduction peut enrichir un écrivain? Ah, sûrement. Bien. Sûrement. Je traduis l'allemand, moi. Je ne traduis que l'allemand. Eh bien, j'ai traduit des milliers de pages, notamment 3 romans d'Erich Maria Remarque. Et il n'y a pas de doute que ça m'a appris le français. Parce que quand vous avez, bon, vous savez, une langue étrangère, vous l'avez là, vous avez une machine à écrire, il faut que ça devienne du français. C'est un problème de français, pas de langue étrangère. Non, je comprends très bien, le français, oui. La langue étrangère est facile et évidente, mais il faut mettre ça en français. Et pas n'importe quel français, si c'est un roman, il faut que ça ait une certaine tenue littéraire. C'est ce que je reproche aux traductions. Elles sont peut-être exactes, mais elles sont illisibles. Elles ne sont pas littéraires. Alors souvent. que mes romans, traduits d'allemand, j'ai fait un effort. Et ça ressemble beaucoup au problème de la rédaction française. Vous avez une histoire à raconter, vous l'avez là. Il faut que vous la mettiez noir sur blanc. Et ben, ça ressemble beaucoup à de la traduction, vous savez. Oui, c'est
faut trouver des phrases qui tiennent debout. Vous avez dû traduire également des ouvrages de Thomas Mann. Non. Non. Oh là là. Non, j'ai posé une mauvaise question. Alors. J'ai connu la traductrice, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et je lui ai dit que j'avais un immense respect pour elle. Je ne sais plus, son nom va me revenir. C'est la même personne qui a traduit tout Thomas Mann. C'est le plus difficile de tous les prosateurs allemands, Thomas Mann. Beaucoup plus que Remarque. Oh, Remarque, c'est de la rigolade. Mais Thomas Mann, c'est... Et puis alors, vous comprenez, plus vous passez de temps à une traduction, moins elle est payée. Vous êtes payé à la page. Ah oui. Si vous mettez 1 heure pour votre page, vous êtes payé à l'heure. Mais si vous mettez 2 heures, c'est la moitié. En général, le traducteur fait ça pour gagner sa vie. Il ne fait pas ça pour s'amuser. Moi, je l'ai fait pour gagner ma vie. Je comprends bien. Eh bien, traduire... Et puis, non, Thomas Mann, c'est la dernière des choses à traduire. Comment elle s'appelle, ça? Son nom va m'en venir. Je passe commande à ma mémoire, elle va livrer. Le nom de la traductrice. En différé. Thomas Mann. Hein? En différé. Voilà, en différé. Ah ben c'est ça ma mémoire, elle est fidèle. Mais il lui faut le temps. Et vous avez gardé des liens avec les écrivains allemands d'aujourd'hui? Non, Remarque est mort. Il y a longtemps que je ne fais plus de traduction. Et puis les autres, enfin il y en a eu d'autres naturellement. J'ai d'abord commencé par traduire des ouvrages, ça c'est ce que je recommande, ceux qui veulent gagner leur vie avec la traduction, sans aucune valeur littéraire. C'est-à-dire des documents. J'ai traduit les archives secrètes de la Wilhelmstrasse, c'est-à-dire des rapports de diplomates, des télégrammes diplomatiques de l'Allemagne nazie en 37, 38, 39. Alors j'en ai plusieurs volumes comme ça. Et alors j'avais les documents photocopiés et je les mettais en français. Et alors c'est du gâteau ça, parce que vraiment, aucun problème de style, et qui s'est écrit dans un style télégraphique, puisque c'est des télégrammes. Et vraiment, c'était ce qu'il y avait de plus rentable pour la traduction. Les romans, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il faut que ça se tienne, le roman. Il ne faut pas que ça sente la traduction. Oui. Il faut garder l'esprit. Ah, Oui. très difficile, mais excellent exercice. Enfin, j'ai gagné un peu ma vie comme ça. C'était un des trucs que j'avais. Je faisais aussi des émissions littéraires à la radio. Voilà, il y en avait une qui s'appelait Connaissance de l'homme. Alors, ça consistait à un dialogue d'1 heure avec un écrivain. Essayer de lui faire... Bon, c'était élémentaire, quoi. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. On a dit, moi j'ai lu, mais je me pose la question, lorsque vous avez préparé votre prix Goncourt, Le Roi des Hommes, que vous aviez lu les 42 volumes des minutes du procès de Nuremberg. Pas les 42 volumes. Enfin, j'ai trouvé ça dans un article de Oui, l'Express. Ah non, mais je les avais sur ma table. Ah oui, j'ai pas Vous envie étiez intéressé naturellement. par ces Bah faits oui. historiques. Il y a beaucoup de documents authentiques dans Le Roi des Zones. Oui, Ah moi oui, oui. j'ai Il y lu a des avec choses qu'on beaucoup n'invente pas. d'intérêt, Voilà. oui. Les camps de concentration, Le personnage de le Göring, personnage, avec sa réserve de chasse pour... Göring, le personnage de Göring, le grand chasseur. Et en Ah même oui. temps... Et je suis allé dans la réserve de chasse de Göring, Oui. en Prusse-Orientale. Et j'ai vu sa maison, cette ville-là. Et cette chasse aux enfants, en Voilà. quelque sorte, c'est une chasse. Ah bah Rabattre oui, évidemment. les jeunes garçons, les Bah, évidemment. enrôler dans les écoles de l'SS. La jeunesse hitlérienne. Oui. Mon traducteur, d'allemand, en allemand, qui est
qui a mon âge exactement. Je l'ai connu quand je faisais mes études étudiant, j'avais 20 ans, à Tübingen, je suis toujours en relation avec lui. Et lui, il a connu tout ça. Alors, il a traduit en allemand Le Roi des Aulnes, et je lui ai envoyé le manuscrit. Comme il avait vécu ça, exactement à l'âge, il m'a fait un certain nombre d'observations dont j'ai tenu compte, j'ai un peu corrigé, et puis ensuite il l'a traduit en allemand. Et quel a été l'accueil de ce livre en Allemagne? Ils n'ont pas aimé. Ça leur rappelait des choses C'était trop proches. Oui, c'était assez proche. C'était oui, en 1970. Et puis alors, il y avait un problème que j'ai eu avec mon traducteur d'allemand. J'avais une quantité de documents allemands authentiques dont je me suis servi et que j'ai traduits dans mon roman. Mais lui, il n'allait pas les retraduire en allemand, il lui fallait l'original. Alors je lui ai envoyé l'original de ces documents allemands, vous comprenez? Oui, oui. Et de telle sorte que finalement, la traduction allemande du Roi des Aulnes est dans un certain sens plus authentique que l'original. À cause de tous les documents authentiques dont je me suis servi et que je lui ai transmis. Alors quand il s'agit de traduire ça en espagnol ou en italien, la question ne se posait pas. Ça n'avait pas grande importance. Mais en allemand, on ne pouvait pas quand même traduire des documents allemands du français. Ça paraît aberrant. À propos de l'âge, justement, des personnages qui apparaissent dans votre roman, c'est-à-dire de l'enfant à l'adolescent, j'ai fait un rapprochement parce que cette année, il y a tous les ans un concours qui s'appelle Concours de la résistance et de la déportation, qui est ouvert aux classes de 3e, de terminale et de première aussi maintenant. Et cette année, le thème, c'était l'enfant et l'adolescent dans le système concentrationnaire nazi. Et concentrationnaire nazi, oui. Alors c'était donc sur justement cette captivité des très jeunes, des enfants même. Et non, moi j'ai pas connu ça. Moi j'ai pas connu, j'ai pas été déporté. Non, mais j'allais enfant en Allemagne et j'ai vu, il y avait la jeunesse hitlérienne. Je vais vous montrer un document qui va vous amuser. Et l'allemand, August von Kageneck. Alors, vous avez la couverture, avant la guerre, le petit français, le petit allemand. Hein? Et ça devait être juste avant la guerre. Et vous avez une photo qui a été faite en Allemagne en 1938, un an avant la déclaration de guerre. Et vous avez le petit français, c'est moi, à 14 ans. Et le petit allemand à côté, qui a été tué en Russie. C'est intéressant, non? Très. Merci. Ça, c'est au une toute Roi autre des histoire. Aulnes et à la Faurie. Ouais, voilà, c'est la Faurie. Oui. Alors, je peux vous dire, je ne fais plus qu'un seul voyage maintenant par an. Je vais 15 jours au mois de juillet dans une abbaye bretonne, en Bretagne, Saint-Jacques-de-la-Mer, où j'allais avec mes parents enfants, comme ça. Je suis le plus vieux client, c'est une pension de famille, de l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer. C'est près de Dinard, 400 km d'ici. Et je vais y retourner cette année en début juillet. Et chaque année, je fais une conférence. Et une année, j'ai dit, le héros du Roi des Aulnes, c'est l'homme qui porte l'enfant. Le porteur d'enfant.
ou le porteur du Christ, Christophoros, en grec, Christophe. Car on trouve tout ce qu'on veut comme enfant Jésus dans les bras de la Sainte Vierge, mais dans les bras de Saint Joseph, c'est très rare. Je dis ça à une conférence à Saint-Jacques, et l'année suivante, j'y retourne comme tous les ans, et la mère supérieure me dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Tournier. Je vous ai trouvé un Saint-Christophe, un Saint-Joseph avec l'enfant Jésus. » Et elle me donne ça. Alors je l'ai ramené dans ma voiture, et il est là, voilà, le porte-enfant, le porte-Christ. Et oui, parce que Saint-Joseph, on le montre rarement avec l'enfant Jésus dans les bras. D'ailleurs, il n'était pas le père. Il était un père putatif. Il n'a pas reconnu, d'ailleurs. Il n'a pas reconnu. Voilà. Est-ce qu'on peut relier ce thème de la phorie avec l'éducation, le rôle de l'éducateur, non? Celui qui porte, qui devrait initier, non? Mais vous n'êtes pas tellement... J'ai jamais été porté par mes éducateurs. Voilà. Non, puis alors l'éducateur, les enfants sont plus grands que ça. C'est pas des bébés. Non. Ouais. Ça, c'est un bébé, forcément. On ne va pas porter un enfant de 12 ans ou de 15 ans dans ses bras. Non, mais dans Le Roi des Aulnes... Oui, d'accord. Mais c'est le thème. L'apothéose. Le porte-enfant. Le pédophore. La pédophorie. Voilà. N'oubliez pas quand même que vous avez bien failli être professeur de philosophie. Oui, oui. J'ai failli, c'est le cas de le dire. J'ai raté. J'ai raté ma vocation. Oh, vous savez, je dirais franchement, si j'avais à dire aux jeunes, c'est très bien de commencer sa vie par un échec. Parce que si vous surmontez cet échec, eh bien, ça vous fait du bien. Et vous avez un meilleur départ. Que si vous êtes comblé dès le début. Voilà. Oh, mais vous avez sans doute été plus heureux en tant qu'écrivain qu'en tant que professeur de philosophie. Ah ben, je l'aurais été, mais je n'ai jamais été professeur de philosophie. Vous savez, une de mes grandes caractéristiques, c'est le contraire de précoce. Je ne sais pas comment on dit, tardif. Enfin. Je suis un tardif. J'ai publié mon premier roman à 42 ans. En classe de philo, au lycée Pasteur, j'avais 17 ans, j'avais à côté de moi un monstre de précocité qui s'appelait Roger Nimier. Il avait 15 ans. Il avait passé ses 2 bacs avec des dispenses. 2 ans de moins, c'est énorme. Il était assis à côté de moi. Il me considérait comme un débile mental complet. Bon, il avait raison dans un sens. Mais, il a publié son premier roman à 18 ans. Son dernier roman à 28 ans. Et il est mort dans un accident à 32 ans. Eh bien, je préfère mon parcours. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que, bon, ben oui, j'étais un débile mental, mais un débile mental. Qu'est-ce que vous voulez? La précocité. On dit souvent des surdoués. Et en fait, les enfants surdoués ne sont pas surdoués. Ils sont précoces. Mais c'est pas bon du tout d'être précoce. C'est ainsi qu'on les nomme maintenant. Hein. Oui, parce que qu'est-ce qu'un être humain? Quelle est la caractéristique de l'être humain par rapport à l'animal? C'est la non-précocité de l'être humain. Un animal, un chien, un chat, un cheval sont adultes à 6 ans. À 6 ans, ils ont terminé. Alors que l'homme a à peine commencé à 6 ans. Et c'est ce qui fait sa force. C'est que l'homme, il en a peut-être pour toute sa vie à s'enrichir. Alors que l'animal, paf, à 6 ans, c'est terminé. Et il meurt à 15 ans de vieillesse. Alors que l'homme, la grande supériorité de l'homme, c'est précisément sa non-précocité. Le fait qu'il reste un enfant.
Moi, j'ai 84 ans, ben, je continue à apprendre des choses. Il y a des choses nouvelles que j'apprends tous les jours, que je note. À propos des animaux, leur accordez-vous une place importante Non. dans votre vie? Non, sauf le cheval. Dans le Roi des Zones, il y a des pages sur le Oui. cheval. Le cheval est le seul sport que j'ai pratiqué d'une façon intense. En France, à Alençon, où j'étais pensionnaire et où il y avait les premiers chasseurs à cheval, et en Allemagne, pendant mes années d'études à Tübingen. Je montais à cheval tous les jours. Et j'en ai gardé un souvenir ébloui du cheval, qui est une des plus belles choses qui soit au monde. Ouais. Si vous regardez les choses autour de vous, le cheval, c'est une des plus belles choses qui soit. Un beau cheval, c'est unique. Beaucoup plus beau qu'un taureau. Alors, les oiseaux, certains oiseaux sont très beaux. Mais le cheval, c'est vraiment... ça a été ma grande expérience. Et dans Le Roi des Zones, au début, vous avez 2 ou 3 pages sur le cheval, qui sont pas mal. Et qui supposaient cette expérience que j'ai faite. Vous voyez, des choses très simples. Vous avez des voitures. Traction avant, traction arrière. Bon. Vous prenez le cheval. Vous regardez comment il est fait. Toute la force du cheval est dans la croupe. Traction arrière. Il se pousse avec sa croupe. Les épaules du cheval sont faibles. Bon. Si vous regardez le taureau, c'est exactement l'inverse. Toute la force du taureau est dans les épaules et dans l'épaule. Le coup de corne. La croupe du taureau est faible. Vous voyez ? Cheval, traction arrière. Taureau, traction avant. Et alors, ça a des conséquences. Ça a bien des conséquences. Notamment, la corrida, c'est en grande partie une lutte entre le cheval et le taureau. Parce que le torero est à cheval, souvent. Mais, si vous élevez des chevaux et des vaches, et que vous ayez des petits, vous apercevez que la naissance du petit cheval ne pose aucun problème. La jument, pouf, elle vous crache. Son poulain, comme ça. Parce que toute sa force est dans sa croupe, et hop, ça lui sert. La vache, c'est autre chose. Il faut tirer le petit, souvent avec des cordes. Moi, j'ai vu des accouchements de veaux horribles. L'animal souffrant 1000 morts, parce que sa croupe n'est pas faite pour ça. Elle n'a pas la force de cracher le petit, la vache. Alors que la jument, pouf, ça va tout seul. Vous voyez, c'est des petites observations très simples et très logiques. On ne veut pas vous tenir trop longtemps. Peut-être une dernière question. Mais tout ce que vous voulez, regardez. Oh, mais c'est très gentil pour moi, et puis les amis veulent peut-être vous poser d'autres questions. J'ai souvent entendu, enfin, on vous présente souvent comme un écrivain qui lance des appels souvent à la révolte, au désordre plutôt. Et on vous prête peut-être, ou c'est la vérité, souvent l'expression que vous écrivez debout. Ça, c'est autre chose. Bon. Alors, j'écrivais debout. Et vous voyez là, dans le fond, vous avez un pupitre pour écrire debout. Et j'ai été un jour dans un collège qui était en partie un collège d'enfants retardés, etc. Alors, on les mettait dans une école où il y avait des classes de leur niveau, mais en même temps, on leur apprenait un artisanat. Et
j'ai été dans cette école, je n'ai pas réfléchi, que c'était des ébénistes, qui faisaient des meubles. Et je leur ai dit, moi, vous savez, j'écris assis, mais j'aimerais beaucoup mieux avoir un pupitre et écrire debout. Et 10 jours plus tard, il y a un camion qui arrive, et on me dit, ce sont les enfants du collège de tel endroit qui vous ont fait un pupitre pour que vous écriviez debout. Voilà. C'est très touchant. Donc, c'est une histoire. Mais les grands écrivains, Balzac écrivait debout. Balzac écrivait debout. Ah si, si. C'est intéressant de faire une enquête. Je ne sais pas comment écrivait Zola, mais parce que vous comprenez, debout, ça a tout de même un avantage. Si vous avez quelque chose à consulter, vous n'avez pas à vous lever. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors vous allez à votre bibliothèque et puis vous revenez et vous écrivez. Mais j'ai un peu écrit là-dessus, mais je ne m'y suis pas fait. Ça n'a pas marché. Alors il y a un grand sujet qu'il faut que vous abordiez si vous voulez faire le tour du personnage, c'est la photographie. Mon grand-père était pharmacien d'un village, à Bligny-sur-Ouche, et il était en même temps le photographe du village. Et il m'a initié non seulement à la photo, mais au tirage, au développement et tout. Il avait un laboratoire. Et j'ai gardé ça. Et j'ai fait beaucoup de photos. Et j'ai des très beaux appareils de photo là-haut. Et dans les années 60, j'ai créé à la télévision une émission sur la photographie qui était mensuelle, qui s'appelait Chambre Noire. J'en ai fait une 50aine. Ça m'obligeait, alors je choisissais un grand photographe, et j'allais passer 3-4 jours chez lui, puis je filmais. 50 fois. Ça m'a donné une information fabuleuse en photographie. Et ça m'a appris énormément de choses, notamment que la photographie est un mauvais cheval, parce qu'elle ne paye pas. Les grands photographes sont pauvres et inconnus. Mais si je vous demandais de me citer des grands photographes actuels, je n'en aurais pas à l'esprit. Alors des écrivains, des compositeurs de musique, des peintres, ça vous les avez. Photographes, non. Et puis, la photographie est ignorée. Les gens n'ont pas de culture photographique. Ils croient que la photo... Alors je vais vous montrer par exemple, tu vois, un truc que je fais régulièrement. Moi, tout ce que je sais faire, c'est rien du tout. Moi, c'est des portraits. Le petit garçon, vous voyez dans le fond, c'est un petit que j'ai élevé ici, qui est devenu en quelque sorte mon fils, et qui vient toujours, il vient tous les jours me voir. Maintenant, il a 5 cc. Qui dessine en imitant la photo. Ah oui. Vous voyez? Alors, il y en a un là qui me plaît beaucoup. Vous voyez, c'est un réalisme maniaque. Et puis alors, vous voyez, vous avez vu? Et alors, vous retournez. Je viens d'en recevoir un d'une intelligence, d'un humour. Et il a 12 ans, il a une maturité incroyable. Et je lui dis, pourquoi il est chez vous? Il me dit, il est paralysé des bras et des jambes. Oui, ça. C'est affreux. Enfin, c'est ça l'humanité. Oui, alors la photo, je m'en suis beaucoup occupé, et j'ai été un des créateurs des rencontres photographiques internationales d'Arles. N'est-ce pas? Voilà. Mais j'aime assez ce... Ah oui, c'est drôle. Et vous avez voyagé beaucoup avec Bouba, je crois. Alors, Bouba était un de mes meilleurs... Des photos de Bouba. Mais alors, vous voyez ce que c'est? Regardez, en Inde. J'étais là quand il a fait cette photo. Regardez. Donc, peut-on imaginer quelque chose de plus beau? Ah oui. Hein?
Et puis vous pouvez toutes les regarder. Il en a fait une célèbre. Tout de suite au lendemain de la guerre, elle a fait le tour du monde. Ah oui, je l'ai oui. Elle est Celle-là, connue. Je la connais, oui, avec les feuilles collées là sur la petite fille. La petite fille aux feuilles. Oui. Ah oui. Oui, Oui. Et c'était un compagnon adorable. Ça, j'ai immensément perdu quand il est mort. Il était un petit peu plus vieux que moi, je sais pas une raison. Ils sont nés à la fin du XVIIIe siècle. Capital, parce que c'était, on tournait la page de l'Ancien Régime et on débarquait dans le nouveau régime, enfin dans la démocratie, etc. Or, vous avez Beethoven, pas mal, né en 1770. Napoléon, 1769. Hein, c'est pas beaucoup. Chateaubriand, 1768. Beethoven, Napoléon, Chateaubriand. Vous vous rendez compte? Eh bien, c'était le... Ils étaient nés dans un... Voilà. Alors, Hegel, 1770. Hölderlin, 1770. Vous voyez, tout ça, c'est la même génération, c'est-à-dire vraiment la génération de la Révolution, de l'après-Révolution. Voilà. Sauf si mon voisin vient sonner, c'est fini alors. Soleil, je t'adore, comme les sauvages, à plat ventre sur le rivage. Soleil, tu vernis tes chromos, tes paniers de fruits, tes animaux. Fais-moi le corps tanné, salé, fais ma grande douleur s'en aller. Voilà. Merci.